Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va refaire le projet Legend of Epla de A à Z. Je ne vais pas trop m'attarder sur les explications, par contre je ferai des vidéos séparées pour justement expliquer plus en détail chacun des concepts sous-jacents. Donc sans plus tarder, on va créer un nouveau projet. Et ici, je vais le faire en utilisant la version 6.2.3 de Unity. Je viens d'apprendre que l'école a installé la version 6.2.10. Sachez que mais je ne l'ai pas encore installé ici sur mon ordinateur, donc je vais faire en 6.2.3 et je vais sélectionner Universal 2D puisqu'on va faire un jeu 2D. Je vais donner un nom à mon projet, je vais l'appeler Legend of Hepla Remake. Puisqu'on va faire un remake, et je vais dire que je vais sauvegarder ça dans Unity HEPL vidéo court, c'est très bien. Ok, je crée le projet, on attend un petit peu, voilà, ça se crée selon la puissance de votre ordinateur, ça va aller plus ou moins vite. Et donc les autres vidéos seront consacrées vraiment à aller en profondeur sur chacun des points, et je mettrai des liens ici dans la description de la vidéo afin que vous puissiez facilement pouvoir consulter. Ah bah tiens, je ne sais pas très bien comment, c'est quoi les différentes fenêtres de l'éditeur de Unity. Eh bien, il y aura une vidéo spécifiquement pour ça. Ou bien Laura, comment est-ce qu'on fait pour découper une sprite sheet. Eh bien, de nouveau, il y aura une vidéo qui explique ça plus en détail. Voilà, donc ce sera des vidéos plus courtes. Ici, l'idée, c'est vraiment de refaire de A à Z tout le projet. Vous puissiez poser et regarder ça tranquillement. Et que ceux qui n'ont pas encore, qui ont raté les cours, puissent se mettre à jour aussi assez rapidement. Ok, on crée un projet, ça c'est très bien. Et maintenant, la première chose que je vais faire, c'est, alors au niveau de l'organisation de ma fenêtre, donc j'ai ma scène que j'aime bien avoir bien grande ici, Game, Console, sur deux onglets, le projet ici, la hiérarchie et l'inspecteur l'un à côté de l'autre, parce que j'aime beaucoup pouvoir travailler, sélectionner quelque chose dans la hiérarchie et regarder quelque chose dans l'inspecteur. De nouveau, c'est quoi la hiérarchie, c'est quoi l'inspecteur, ça sera couvert dans une autre vidéo. Ici, ce que je veux faire maintenant, c'est pouvoir importer mon personnage. Donc, je pars ici des slides du cours. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller récupérer en fait un package Unity avec le petit personnage ici que j'ai sauvegardé dans un projet, dans un Unity package. Donc, on va aller sur cette URL là. URL qui veut dire Universal Resource Locator, pour ceux qui ne savaient pas, et c'est en gros une adresse internet. Je vais télécharger donc le Unity Package Legend of Epla. Voilà, c'est fait. Je l'ouvre. Je peux ici réduire ma fenêtre et importer dans mon projet l'ensemble de ce package. La seule chose que je ne vais pas importer ici, c'est le répertoire prefabs, parce qu'on va faire nous-mêmes notre propre prefab et je veux éviter de créer une confusion. On va importer tout ça. Voilà. Et donc maintenant, on peut créer l'animation du personnage en allant dans Legend of Epla, Art, Sprites, et là j'ai mon personnage Character ici. Et je vais dans l'inspecteur cliquer sur Open Sprite Editor. Notez que c'est important qu'il soit en sprite mode multiple. Pixels per unit 16, ça de nouveau, ça sera expliqué dans une autre vidéo pourquoi c'est important. Et, hop là, et filter mode point pour s'assurer qu'il soit bien fait. Dans ce package, tout est déjà correctement configuré, donc on n'a pas à s'en préoccuper. Je clique sur Open Sprite Editor, et voilà ici les sprites. Celui qui m'intéresse, c'est les 4 sprites où Zinc est en train de courir. Donc Zinc, ça va être le nom de notre héros. Zinc est en train de courir vers la droite. Je vais renommer ces sprites, parce que comme ça, c'est plus facile de les retrouver dans notre projet. Donc, je vais l'appeler, je vais l'appeler zinc underscore run underscore right parce qu'il court vers la droite et underscore 0. Voilà, je vais copier cette partie-là, CTRL C. Comme ça, je peux facilement terminer run right 1, run right 2 et run right 3. Voilà. Si vous entendez des cris, ce sont mes enfants. Ce sont des enfants qui crient, c'est normal. C'est des enfants.
Voilà, caractère, donc ici on a notre personnage et on peut retrouver ici les animations. Et comme j'ai bien nommé mes clés d'animation, je peux facilement les retrouver ici également. Je sélectionne les 4 run right 0, 1, 2, 3. Je drague et drop ça sur la scène et il me propose de créer une animation. On va aller créer cette animation dans le répertoire Assets, Legend of Epla Art, Animations. Voilà. Et je vais appeler ça du coup Zinc Run Right. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, si je veux pouvoir voir, prévisualiser mon animation, je peux aller dans Window, Animation, Animation. Ça m'ouvre la fenêtre d'animation. Bah tiens, je vais la mettre ici. Comme ça, on peut facilement travailler dessus. Et si j'appuie sur Play, je devrais voir l'animation de mon personnage. Parfait. Ça me convient. Donc on a maintenant un personnage qui court. Je vais le renommer Zinc. Parfait. On va créer maintenant ce qu'on appelle un préfab. Donc le préfab, ça permet de faire en sorte que notre personnage se déplace. Je vais essayer de faire des choses dans l'ordre du cours. Pardon. On va d'abord parler de scripting. Hop. Donc scripting. Et on va créer un script de déplacement basique pour notre personnage qui va être le script de contrôle de mouvement, Movement Controller. Donc on va dans notre répertoire ici, aller dans Assets, clic droit, créer un nouveau folder qu'on va appeler Scripts. Et dans ce folder Scripts, on va créer un Scripting Mono Behavior Script qu'on va appeler Movement Controller. On évite les espaces, on ne met pas de U à Movement et on utilise le Pascal Case, c'est-à-dire on commence chaque mot par une majuscule. En double-cliquant dessus, Unity va ouvrir cela dans notre IDE préféré. Évidemment, quoi? Pourquoi mon trail? Je dois rentrer ma licence. Trust and Open. Log into my JetBrains account. Est-ce que c'est avec GitHub que j'ai créé mon compte JetBrains? Je ne sais pas. Pourquoi il faut que ça se passe maintenant? Approve. Authorize. Voilà qui est bon. J'ai une licence payante, s'il vous plaît. Activate. Ok. Voilà. Donc, nous avons notre Movement Controller. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, d'abord, toujours bien se rappeler, une classe, c'est la définition des propriétés et fonctions d'un certain type d'objet. Ici, le type d'objet, en l'occurrence, c'est un composant qui permet de contrôler le mouvement d'un personnage. Donc, ce mouvement, il va être défini par une fonction, la fonction move, void move. Et ce mouvement, voilà, il va se faire dans une certaine direction. Et la direction, ça doit être une des propriétés du mouvement. Donc, on va dire public float, non pas float, une direction, c'est un vecteur directionnel, vecteur 3 ou vecteur 2, on pourrait dire 3 ou 2. Ici, comme on n'a pas de déplacement sur l'axe Z, je vais utiliser un vecteur à 2 dimensions. Et je vais l'appeler Movement Direction. Je pourrais l'appeler aussi simplement Direction. Les deux sont valables.
Voilà, donc je veux me déplacer, mais je veux aussi pouvoir me déplacer à une certaine vitesse. Public, float, speed. On pourrait rajouter movement direction et movement speed pour être plus explicite. Cela dit, comme on a déjà un movement controller, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Et donc, on sait que c'est la direction qu'on concerne la direction du mouvement et la vitesse. Pareil, c'est la vitesse du mouvement. Comment fait-on pour déplacer quelque chose? Eh bien, tout simplement en modifiant sa position. Donc, on va rajouter à sa position un vecteur de déplacement. Ce vecteur de déplacement, il va dépendre de la direction et de la vitesse dans laquelle on se dirige. On va dire ici, du coup, transform.position plus égal à direction fois speed fois time.delta time. Alors ici, on va faire comme ça. Pourquoi n'est-il pas content? Oui, parce qu'on a défini un vecteur 2, et ici, il aimerait bien un vecteur 3, car la position du transform est un vecteur 3. Donc on doit lever cette ambiguïté en disant vecteur 3 direction. Ça veut dire qu'on lui demande d'interpréter cette direction, qui est un vecteur à 2 dimensions, comme un vecteur à 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle du typecasting, donc quelque chose qui est d'un certain type, on lui dit interprète-le comme étant d'un autre type. Alors, ici, dans le cas du vecteur, c'est pas trop compliqué, mais on ne peut pas toujours faire ça. Donc ici, donc, on se déplace dans une certaine direction, à une certaine vitesse, et on multiplie cette vitesse par time.delta time. Pourquoi? Pour faire en sorte de tenir compte de la durée de calcul de la frame, delta time étant le nombre de secondes qui se sont écoulées lors du calcul de la frame précédente. Donc on multiplie la vitesse par ce ratio. Il va faire en sorte que selon qu'on a un gros framerate ou un gros FPS ou un faible FPS, eh bien la vitesse va être plus lente ou plus rapide. Enfin la vitesse, le déplacement va être plus grand ou plus petit. Voilà, mais on a appelé cette fonction move. Le seul problème, c'est que pour le moment, cette fonction move, elle est définie, mais elle doit être encore exécutée. On va faire appel à la magie de monobehavior, puisque grâce au fait que notre movement controller est également une monobehavior, on peut dire au Game Engine Unity, lorsque tu mets à jour, lorsque tu fais ton update, eh bien, j'aimerais que... Alors, on ne va pas faire ce que Rider nous suggère, parce que c'est tout à fait valable, mais c'est une syntaxe un petit peu plus compliquée à expliquer. Donc, lors de l'update, c'est-à-dire lors du calcul de la prochaine frame, eh bien, on va déplacer notre personnage dans une certaine direction. Alors, au cours, j'ai fait ça légèrement différemment. J'ai utilisé un paramètre ici en disant déplacement, on fait un move dans une certaine direction et la direction est le paramètre du move, ce qui a beaucoup de sens parce que quelque part, lorsqu'on dit à quelqu'un déplace, eh bien on va se demander, oui mais déplace où ça? Donc on va faire cette petite correction ici. C'est tout ça, ça revient exactement au même à ce que je fais là, mais c'est juste une question de façon de programmer. Donc je vais lui dire move, déplace-toi dans une certaine direction. Cette direction est un vecteur 3. On va appeler ici ça movement direction. On va lui donner un nom qui est différent que celui de notre paramètre ici. Ici, on n'a plus besoin du coup de lever cette ambiguïté en faisant du typecasting. On va dire movement direction ici, voilà. Et par contre, lorsqu'on appelle la fonction move, on doit lui passer en paramètre la direction. Voilà, donc déplace-toi dans la direction qui est définie. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce que c'est. C'est Rider qui me rajoute une petite information. Oui, d'accord. Il me dit, attention, tu fais une conversion explicite de vecteur 2 vers vecteur 3, puisque je passe une direction ici qui est un vecteur 2, et il l'utilise comme un vecteur 3. Voilà. Donc on a maintenant notre code pour notre movement controller.
Si je sauve ceci et que je vais dans Unity, je peux maintenant rajouter mon composant Movement Controller dans Zinc, Add Component, Movement Controller, lui donner une direction sur X. Pour le moment, on va lui dire d'aller vers la droite et une speed de 6, une vitesse de 6. Et en principe, Zinc devrait se déplacer vers la droite. Parfait. Magnifique. Maintenant, nous allons créer un ennemi. Donc, on va faire la même chose. On va aller dans Legend of Epla, Art, Animations, non pardon, Sprites. Et on a ici Log, qui est notre ennemi. Alors, Log, lui, il est déjà correctement découpé. Donc, on va lui demander... Et ça va être un personnage qui va se déplacer vers la gauche. Donc, on va prendre Log Left de 0 jusqu'à 3. Voilà. Je vais lui dire de sauver ça dans Animations. Donc, Art, Animations. Et on va l'appeler ça Log Walk Left. Voilà. On va prévisualiser cette animation. Alors, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que notre log ici, il a un petit mouvement de sautillement. Pourquoi? Parce qu'au niveau du sprite editor, on a juste un sprite où le pivot n'est pas correctement placé. Vous voyez ici, le point de pivot, il est au centre du personnage, alors que à tous les autres endroits, il est plutôt au pied du personnage. On va corriger ça en changeant ici le pivot unit mode en lui disant pixels et en lui disant pivot custom pour pouvoir placer le point de pivot là où on le souhaite. Et on va mettre ici sur 7 sur X et sur Y 5 je crois. Je regarde les autres, ouais, c'est ça, 8 et 5, 8 et 5, 8 et 5, on va lui dire 8 et 5 ici également. On applique. Et maintenant, notre personnage se déplace correctement. Donc, tout ce qu'on a encore à faire ici pour log, on va l'appeler log. Et on va lui rajouter le composant Movement Controller. Ici, on va lui donner une direction sur X négative pour qu'il aille vers la gauche. On va dire -1. Et une speed de 3. Voilà. On ne va pas se déplacer trop lentement, trop rapidement. Et ici, on devrait avoir du coup, voilà, notre ennemi qui se déplace bien vers la gauche et notre Zinc qui se déplace bien vers la droite. Voilà. Je trouve que l'animation de mon personnage ennemi est un petit peu rapide par rapport à sa vitesse de déplacement. Je vais ici dans la fenêtre animation. Donc pour rappel, pour ouvrir la fenêtre animation, on va dans Window, Animation, Animation. Et je l'ai docké ici. Alors, si vous ne voyez pas le nombre de samples, on peut cliquer ici sur les 3 petits points qui sont juste à droite sur la ligne de temps de l'animation et lui dire Show Sample Rate pour afficher le nombre de samples par seconde. Si je vais diviser par 2 pour le moment, je vais dire 6 samples par seconde et ça devrait normalement le rendre un petit peu plus lent. Voilà, très bien. Si je mets 4, c'est peut-être un petit peu trop lent. Ouais, 4 c'est pas mal. J'appuie sur Play maintenant, ça devrait être bien. Ouais, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, parfait. Je suis satisfait. Tiens, je suis assis. Bon, tant pis, j'ai pas sauvegardé correctement. C'est pas grave. 6 samples par seconde, c'est bien. On sauve la scène, CTRL S dans la scène, pour être sûr. Si votre scène n'est pas sauvée, vous allez avoir une petite astérix ici. Donc, on a terminé notre premier script de déplacement. Maintenant, la seule chose, c'est qu'on aimerait pouvoir déplacer le personnage de Zinc avec les inputs. Donc pour ça, on va utiliser l'input system. Alors, normalement, le package est déjà préinstallé dans Unity 6, donc pas besoin de vous focaliser là-dessus. Si le package est correctement installé et configuré, eh bien, on peut prendre Zinc ici et lui rajouter le composant Player Input. Player Input, voilà. Donc, lorsqu'on fait ça, par défaut, il utilise l'asset d'action par défaut, mais on a un petit avertissement qui dit que ce n'est pas recommandé de faire comme ça. Donc on va créer notre propre asset d'action. On va commencer par cliquer sur la petite cible à droite ici. Je vais sélectionner None pour qu'il n'ait aucun asset sélectionné. Et du coup, il me dit, est-ce que vous voulez en créer un?
je vais dire Create Actions. Et dans Assets, là, je vais créer un nouveau répertoire. Donc Assets, nouveau répertoire Input. Et je vais appeler ça Player Input Actions. OK. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais changer le default scheme ici. Non, default maps, non, tout ça c'est bien. C'est correct. Default map, c'est player, ça c'est bon. Behavior, au lieu de dire send messages, je vais lui dire invoke Unity events pour que Unity puisse envoyer des événements à différents composants et que les composants puissent réagir un peu comme dans le cas des events d'update ou de start, etc. Ici, attention, lorsqu'il y a un petit bug dans Unity, pour le moment, quand on va dans Events, il n'affiche rien d'autre que Device Lost, Device Regained et Controls Changed. Ça, c'est par exemple si la manette tombe en panne ou enfin tombe à court de batterie, etc. pour avoir un event qui va gérer ça et mettre le jeu en pause, par exemple. Ici, c'est pas ce qu'on veut. On veut les events du player, mais on ne les a pas. La petite astuce, on sélectionne un autre objet, on resélectionne Zinc, on reclique là, et maintenant il me propose les events du player. C'est un bug dans Unity, ça devrait être corrigé un jour, espérons-le. Donc, là j'ai les events du player et on voit 3 events, Move, Look, Fire. Pourquoi? Parce que dans l'Input Action Map, ceci, eh bien, on a déjà défini Player, Move, Look, Fire par défaut. Donc ça, c'est bien. Et le déplacement, il correspond aux touches WASD ou en français, sur un clavier AZERTY, ZQSD. Pardon. Ou le stick du joystick, etc. De nouveau, il y aura une vidéo dédiée plus spécifiquement à l'explication de tout cela. Donc, lorsqu'on se déplace avec le player, on veut pouvoir communiquer avec le Movement Controller et changer la direction du player. D'ailleurs, par défaut ici, on va passer à 0 dans sa direction, comme ça il ne se déplace pas par défaut, et il ne se déplacera que si la valeur de l'input du stick directionnel gauche ou de nos touches ZQSD change. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas accès à cette information. On ne sait pas modifier la direction de façon directe par là. Il faut qu'on modifie un petit peu notre code. Donc je vais retourner dans mon Movement Controller ici et je vais rajouter une fonction qui va être publique. Pourquoi elle doit être publique? Elle doit être publique afin que notre système d'input puisse communiquer avec. Et on va l'appeler setDirectionFromInput. Pourquoi j'appelle ça setDirectionFromInput? C'est parce que on va faire une fonction qui va spécifiquement lire des informations qui proviennent de l'input system. Ces informations, on les reçoit, c'est l'input system qui nous les communique via un paramètre d'un certain type, et ce type, c'est callback context. Alors, attention, ici, si vous utilisez Rider, il va automatiquement rajouter la ligne using UnityEngine.InputSystem dans votre Movement Controller. Par contre, si vous utilisez un autre, il ne va probablement pas le faire, donc c'est une ligne que vous devez absolument rajouter. Si vous ne la mettez pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc ici, on voit qu'on a inputAction.callbackContext. Donc callbackContext, c'est une classe qui est définie dans une autre classe, la classe inputAction. Et donc une classe, c'est un certain type d'objet dont on a défini des propriétés et des fonctions. Et ce callback context appartient à ce qu'on appelle le namespace UnityEngine.InputSystem. C'est une sorte de dictionnaire qui dit quelles sont les classes qu'on a le droit d'utiliser dans le contexte du code qu'on est en train d'écrire. Et pourquoi je sais qu'on doit avoir un callback context? C'est parce que dans Unity ici, dans notre event move, vous voyez entre parenthèses qu'il nous fournit un paramètre callback context. Si vous regardez plus loin ici, device lost par exemple, il ne nous donne pas de callback context, il nous donne un player input. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de
callback context lorsqu'on perd le device d'input. Donc ici, on a défini cette fonction qui prend en paramètre un callback context. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est modifier la valeur de la direction, ici, sur base de la valeur qui se trouve dans le contexte de l'input. On va donc dire ici que la direction est égale à context.readValue vector2. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va lire une valeur de type vector2 dans le contexte. Et le contexte ici, eh bien, forcément, lorsqu'on a un event move qui est associé, lui, à justement au niveau des input action, vous voyez que cette action move a un control type vector2. Donc ça veut dire que la valeur de l'input va être un vecteur à 2 dimensions. Ça nous intéresse de justement pouvoir le lire. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, normalement, on devrait pouvoir parfaitement réagir lorsqu'on a un input. C'est tout ce qu'on avait à faire au niveau du code. Voyons si ça fonctionne maintenant. Donc, dans Player Input, Move, il faut qu'on lui rajoute maintenant ce qu'on appelle un handler, c'est-à-dire une fonction qui va gérer le comportement de l'objet lorsque cet événement a lieu. Donc on clique là-dessus et qui doit réagir? Eh bien, celui qui doit réagir, c'est le movement controller. Donc je peux prendre le movement controller et le glisser ici. Et puis ensuite dire comment il va réagir. Eh bien, il va réagir en appelant la fonction setDirectionFromInput dans le composant movement controller. Maintenant que ça c'est fait, je devrais pouvoir contrôler Zinc en utilisant les touches ZQSD, les touches directionnelles et éventuellement, si ma manette veut bien s'allumer, on va tester les contrôles à la manette. Voilà, parfait, ça fonctionne. Par contre, il y a une chose qu'on devrait également faire, c'est faire en sorte que la direction dans laquelle on se déplace est normalisée. C'est-à-dire normaliser, c'est-à-dire faire en sorte que le vecteur directionnel soit réduit à une taille de 1. Pourquoi? Parce que si jamais dans ma movement direction, ici je vais montrer un exemple, le log il se déplace vers la gauche, je lui ai dit déplace-toi de -1 vers la gauche, mais ça c'est censé juste exprimer une direction. Donc peu importe la valeur de cette direction, il devrait toujours se déplacer à la même vitesse. Or si je lui donne une valeur de -10 ici, eh bien vous allez voir que mon ennemi va se déplacer beaucoup plus vite. Donc je veux normaliser ce vecteur en disant movement direction.normalized. Ainsi, on normalise la direction. Et maintenant, si je fais play, mon movement controller se déplace maintenant, peu importe la valeur de sa direction, toujours à la même vitesse. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant que nous avons ça, eh bien, on peut passer à la suite. Hop. Ouais. Où sont mes slides? On va pas parler de Git ici. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on est prêt à apprendre tout ce qu'il faut sur l'instanciation. Alors, l'instanciation, c'est le fait de créer une occurrence d'un certain objet. Et dans Unity, on a une notion qu'on appelle le préfab, c'est-à-dire un objet préfabriqué, prêt à être instancié. Ici, ce qu'on va faire, on va créer un préfab avec Zinc et avec notre ennemi. Dans le répertoire Assets, je fais un clic droit, Create Folder, et je vais appeler ce folder Prefabs. Comme ça, je peux sauvegarder tous les préfabs que je veux créer. Je vais draguer, dropper log. Je vais draguer, dropper zinc. Maintenant, si je veux rajouter des ennemis, je peux en rajouter. J'appuie sur play et je devrais avoir normalement mes ennemis qui se déplacent.
déplace vers la gauche et mon zinc qui se déplace ainsi. Parfait. Maintenant, j'aimerais pouvoir invoquer un cercle de feu avec zinc. Donc pour ça, on va dans Art, Sprites, et on va aller dans Objects. Et dans Objects, ici pour le moment, la sprite sheet est très mal découpée, donc on va devoir gérer ça. J'ouvre ça dans le Sprite Editor. Donc voilà tous nos objets, mais vous voyez que c'est un petit peu le bazar, parce qu'il a un peu du mal à interpréter le fait d'avoir des objets dans lesquels il y a des espaces et des trous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce cercle de feu-ci. Vous voyez qu'on ne le voit pas très très bien là, donc on va passer en mode rayon X. Enfin, j'appelle ça le mode rayon X. En fait, c'est le mode alpha qui affiche la valeur de l'alpha, c'est-à-dire la transparence. Plus quelque chose est transparent, plus ça sera noir. Plus quelque chose est opaque, plus il sera blanc. Je clique là-dessus et là, je peux beaucoup mieux voir mes différents sprites et on voit d'ailleurs beaucoup mieux cette découpe absolument calamiteuse des sprites. Donc, si je veux découper les sprites correctement, il faut que je fasse réinitialiser cette découpe. La première chose que je vais faire, c'est aller dans Slice et lui dire Slice Grid by Cell Count. Donc, je vais lui dire de définir une grille de une colonne et une rangée. Donc, en somme, un énorme sprite qui fera tout l'espace de la sheet. Et hop là, Grid by Cell Count 1, et je vais dire Slice en étant sûr que la méthode Delete Existing est bien sélectionnée. En faisant ça, ça supprime bien tout ici. Parfait. Donc maintenant, j'ai plus qu'un énorme sprite, mais je ne veux pas de sprite. Je vais le supprimer, delete, ou command delete sur Mac. Voilà. Pour le moment, maintenant, ma sprite sheet ne contient plus un seul sprite, mais on va les recréer en sélectionnant ici, autour de notre Fire Circle, le premier sprite. J'ai sélectionné plus large. Comme ça, je peux lui dire trim pour retirer tout ce qui est inutile. Et je vais appeler ça Fire Circle underscore. Je sauvegarde ça et je l'appelle 0. Hop, même chose, je sélectionne ça. Fire Circle 1, trim. Hop, trim. Fire Circle 2. Trim. Fire Circle 3. Trim. Fire Circle 4. Trim. Fire Circle 5. Trim. Fire Circle 6. Et trim. Fire Circle 7. Bien. Donc maintenant, on a tous nos Fire Circle. Si on veut créer des autres assets, on peut le faire aussi de la même manière. J'applique ces changements. Et maintenant, avec tous ces éléments, je peux faire une animation. Donc, je sélectionne les sprites et je drop ça. Il me demande, veux-tu créer une animation? Je lui dis oui, dans le répertoire Art, pas palette, Art, animation. Et je vais appeler ça Fire Circle. Voilà. Donc j'ai l'animation de mon cercle de feu. Je regarde à quoi elle ressemble. Je suis satisfait. Tout va bien. Alors, si vous vous demandez pourquoi il est entouré de orange, c'est parce qu'il est sélectionné. Si je le désélectionne, voilà, il n'est pas orange. On est d'accord, c'est super joli avec de l'orange autour. Mais voilà, l'artiste n'a pas pensé à cette petite amélioration. Alors, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez aussi modifier la sheet. Faites-vous plaisir. Donc maintenant que nous avons ce Fire Circle qui est animé, on peut également lui rajouter un composant Movement Controller. Voilà, on va lui dire de se déplacer vers la droite, c'est un cercle de feu qu'on va tirer avec le joueur. On va lui donner une speed de 20 parce qu'on veut qu'il se déplace relativement vite. Voilà, et je vais le rajouter dans mon répertoire prefabs pour en faire un prefab que je pourrais instancier. Je veux être consistant dans la façon de nommer les choses. Ici, Fire Circle. Voilà.
supprimer ça ici. Hop. Voilà, on va juste renommer Fire Circle. Je vais pas mettre d'espace parce que je n'aime pas mettre d'espace dans les noms de fichiers. Parce qu'un préfab est un fichier dans un projet puisqu'il s'agit d'un asset. Maintenant que j'ai fait ça, je peux supprimer tous les ennemis et les Fire Circle, juste avoir Zinc sur notre scène, ça suffit. Donc, on a créé nos préfabs, on a créé les animations pour notre cercle de feu. L'étape suivante maintenant, ça va être de faire en sorte d'instancier notre projectile lorsque l'on appuie sur la touche Fire. Pour ça, on va faire un nouveau script. Donc dans le répertoire script, clic droit, create, et on va faire un monobehavior script, scripting monobehavior script. On va appeler ça canon parce que c'est un canon à Fire Circle. Je vais ouvrir ça et dans ce canon, donc de nouveau, une classe, c'est quoi? C'est la définition des propriétés et fonctions d'un certain type d'objet. Ici, en l'occurrence, un composant qui permet de se comporter comme un canon. La fonction principale de ce canon, ça va être de tirer, donc void fire. De tirer quoi? Eh bien, de tirer un projectile. Donc, game object, hop, projectile. On va tirer un projectile. D'accord? Quel est ce projectile? Ça, c'est une propriété du canon. Si c'est un canon à poulet, votre projectile sera un poulet. Si c'est un canon à cercle de feu, votre projectile sera un cercle de feu. Vous voulez pouvoir le définir comme propriété du canon. Donc, on va définir cette propriété comme étant public. Game object, parce que c'est un game object qu'on va instancier. Et on va appeler ça projectile prefab. J'aime bien spécifier que j'attends un préfab de la part de la personne qui va utiliser ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tire un projectile? Il faut qu'on l'instancie à une certaine position. Il faut qu'on instancie un objet à une certaine position et qu'on lui donne une rotation initiale. Instantiate, donc qui est une fonction qui est définie dans la classe monobehavior, gloire à monobehavior. Et on va instancier donc un projectile prefab, voilà, à une position. Cette position, ça sera la position du transform, donc la position qui est définie dans le transform de l'objet sur lequel se trouve notre canon. Et on va lui donner une rotation, un quaternion. Et quaternion.identity, c'est une rotation nulle. On peut aussi, si on veut, dire transform.rotation. C'est une autre option pour faire en sorte que l'objet qui est instancié a la rotation de notre transform. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est identity. Maintenant, même chose, si on veut pouvoir instancier ce projectile lorsqu'on appuie sur l'input de tir, et bien dans Events Player, on a l'input Fire, mais qui doit également recevoir un callback context. Donc, voilà. Void, on doit faire une fonction public, void, fire on input, callback context. De nouveau, attention, n'oubliez pas de rajouter UnityEngine.InputSystem ici. Donc, c'est un callback context qui est défini dans la classe inputAction. Et on va lui rajouter des accolades ici. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est vérifier. Alors, si on fait simplement Fire Projectile Prefab, que se passe-t-il? Donc ici, on n'utilise pas du tout le contexte qu'on a reçu, n'est-ce pas? Mais si je n'utilise pas du tout le contexte que j'ai reçu, alors, hop là, je vais dans Unity. Si ici dans mon Zinc, donc je peux lui dire event fire, j'aimerais bien que... Oui, là, hop là, pour le moment, d'abord, première chose, notre Zinc a besoin d'un composant canon, donc on va lui rajouter le composant canon. Voilà.
Ce composant canon a besoin de savoir quel préfab il doit instancier. Le préfab, on va aller dans le répertoire préfab ici et chercher Fire Circle. On va mettre là. Je vais ensuite dire que le player input va appeler l'event pour Fire du canon, qui va appeler la fonction du canon Fire on Input. Normalement maintenant, si je clique, je devrais instancier un projectile de préfab. Alors, pourquoi est-ce que je n'instancie rien? On va voir ça tout de suite. Fire on Input. Ça, c'est étonnant. Donc, j'ai bien mon script canon qui instancie un Fire Circle. Le player input qui a l'event Fire et appelle canon.fireOnInput. Si j'appuie sur Play. Ah voilà, ok. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je cliquais sur la fenêtre de game. Voilà, la fenêtre de la scène. Ok. Donc il faut bien cliquer dans la fenêtre de la game. Si je clique en dehors, ça ne fonctionne pas. Mais remarquez que lorsque j'enfonce, ça tire. Lorsque je lâche, ça tire. Voilà, donc le problème, c'est qu'on doit, dans le contexte, vérifier quelle est la phase de l'input. Donc dans Fire on Input, ici, je vais lui demander if context.started, alors Fire. Voilà. Alors, il se peut que Rider vous propose une alternative qui est celle-ci. Hop là, je vais rajouter if point d'exclamation context.performed return. Alors ça fait quoi? Si on n'est pas en train d'exécuter l'action, donc c'est la même chose que started, hein, c'est quasiment la même chose. Alors return, donc ça veut dire qu'il va quitter l'exécution de la fonction. Mais c'est moins clair. Si c'est un petit peu plus le genre qu'un programmeur ferait, mais ici, ce que je veux, c'est qu'on comprenne bien les choses. Donc, si le contexte est le démarrage de l'input, alors on tire le projectile prefab. Si on veut faire ça au moment où on lâche, on ferait context.cancelled. Cancelled, c'est le moment où on lâche, et started et performed, c'est le moment où on enfonce. Voilà, maintenant, quand je lâche, voilà, je n'ai plus de double cercles qui sont invoqués. Ça, c'est le canon. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir invoquer des ennemis en les spawnant à intervalles réguliers. Donc pour ça, on va faire un script, create scripting mono behavior script. On va appeler ça enemy spawner. Donc to spawn, le verbe spawn, ça veut dire engendrer. On va engendrer des ennemis, c'est-à-dire les instancier, à intervalles réguliers. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on a comme fonction et comme propriété? Eh bien, la fonction principale de cet enemy spawner, ça va être de spawner. Donc, void spawn. Spawner quoi? Spawner, GameObject, un enemy prefab. Un enemy. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on spawn? Bien, là, pour le moment, on va faire la même chose que pour le canon, mais on va modifier ça légèrement un peu plus tard. Donc, instantiate, qu'est-ce qu'on instancie? Ah ben, il faut qu'on spécifie ce qu'on veut instancier. Alors ici, en fait, on ne peut pas passer la fonction, l'ennemi à la fonction, puisque on pourrait, mais voilà, ici, c'est pas ça qu'on... On va faire quelque chose d'un peu... non. On veut spawner un ennemi, d'accord? On veut donc instancier un ennemi. Voilà, enemy.
Et on veut l'instancier à une certaine position, pour le moment, la position du transform, du spawner, et on va lui donner la rotation nulle de nouveau. Maintenant ici, par contre, on veut pouvoir passer en paramètres, on veut pouvoir dire j'aimerais spawner à intervalles réguliers. Et pour ça, dans la fonction start, ce qu'on peut faire, c'est faire invoke repeating spawn. Et donc là, on doit lui donner le nom de la méthode qu'on veut instancier, qu'on veut appeler. On peut le mettre comme ça, donc c'est-à-dire directement sous forme de string. Ne faites pas attention à ce qui est écrit là. Ça, c'est des trucs que Rider ajoute tout seul. Je crois que je l'ai désactivé au cours, mais voilà, c'est juste des informations. Ça ne fait pas partie du code à proprement parler. Il faudrait que je désactive ça. Est-ce que je peux lui dire de... Oui, voilà. Non, ah, voilà. Ok, très bien. Donc spawn 1, 2, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire invoque à répétition la fonction qui a ce nom-là, spawn, c'est-à-dire celle-ci. Tu vas attendre une seconde avant de commencer à invoquer et puis tu répètes avec un intervalle de 2 secondes entre chaque répétition. Évidemment, ces choses-là, on voudrait que ça puisse être paramétré, donc c'est-à-dire que ça soit une propriété de notre spawner. Donc on va avoir ici un spawn delay et un spawn rate. Le spawn delay, c'est le délai avant de commencer à spawner. Donc, public float spawn delay. Et ensuite, public float spawn interval. L'intervalle entre chaque spawn. Et donc ici, au lieu d'utiliser une seconde, on va dire spawn delay, donc après le délai défini, et à la place de 2 secondes, on va dire une fois qu'on a invoqué la première fois, spawn avec un intervalle de spawn intervalle. Alors le problème qu'on a ici, c'est que malheureusement, quand on utilise invoke repeating, on ne peut pas passer un paramètre à la fonction ici. Donc on va devoir ici faire autrement. Il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas ma solution préférée, mais c'est la solution la plus facile ici. On va définir notre ennemi dans un préfab qui est une propriété de notre ennemi spawner. GameObject ennemi préfab. Voilà, le préfab d'ennemi. Et je veux, du coup, lorsqu'on instancie, plutôt que de passer l'ennemi en paramètre, dire instancie le préfab d'ennemi qui est la propriété de notre spawner. Ici, au lieu d'utiliser une string pour nommer la fonction, je vais utiliser une autre astuce qui est de demander au compilateur de déterminer quel est le nom de la fonction spawn en disant name of spawn. Ceci permet de faire en sorte que si jamais le nom de la fonction change, eh bien que le compilateur détecte qu'il ne la reconnaît plus. Sinon, ça peut créer des problèmes. Maintenant, ici, ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir spawner à une position aléatoire. Mais on va d'abord déjà vérifier que notre enemy spawner fonctionne correctement. On va rajouter un objet vide sur la scène. Donc dans la hiérarchie, je fais un clic droit, create empty, enemy spawner, notre spawner d'ennemi. Alors, si je veux le déplacer, je sélectionne l'outil ici déplacement et on voit qu'il se trouve là. Je vais le mettre hors de la scène ici sur le côté droit, hors de la vue de la caméra. Et je vais lui rajouter le composant enemy spawner. Donc, quel est le préfab que nous allons instancier? Le préfab log, qui est notre ennemi. Quel est le délai de spawn? Je vais attendre une seconde avant de spawner mon premier ennemi. Et puis, je vais attendre 0,5 secondes entre... Ouais, 0,3 secondes entre chaque ennemi. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Ça devrait. Et voilà. Donc, j'ai bien un ennemi qui est spawné toutes les 0,3 secondes. Si je déplace mon spawner, ça spawn des ennemis à différents endroits. Parfait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir dire
j'aimerais que tu spawns, mais que tu spawns des ennemis avec une valeur de Y dans leur position qui varie entre un certain minimum et un certain maximum. Et je voudrais que ça soit aléatoire. Donc pour faire ça, je vais prendre un ennemi ici, je vais le positionner le plus haut que j'aimerais spawner. Voilà, et je vais regarder la valeur sur Y. 3,6, si je sens chat, 3,5, c'est pas mal. Il y a un petit truc qui dépasse ici, mais je n'ai pas vraiment besoin qu'ils aillent plus haut que ça. 3,5, c'est bien. Donc ça va être mon Y maximum. Et si je descends ici, je le mets tout en bas. Hop, 4,47, 4,5. C'est très bien aussi. Donc on veut une valeur entre 3,5 et moins 4,5. Mais pour ça, il faut que je puisse les paramétrer, donc en ayant des propriétés dans mon enemy spawner. Public float max y, enfin d'abord min y position. Hop là, c'est point virgule. Et public float max y position. Alors, certains d'entre vous qui ont peut-être l'habitude de C# vont me dire oui mais monsieur c'est tout des floats, on peut faire spawn delay, spawn intervalle, on peut tous les mettre sur une ligne comme ça, etc. Et ça fonctionne, mais voilà, ça c'est pour les curieux qui se demandent si ça fonctionne. Oui, on peut faire ça, mais je préfère avoir une ligne pour chaque chose, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc ici, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir spawner avec une valeur sur Y qui est aléatoire. La première chose qu'on va faire, c'est calculer cette valeur aléatoire. On va introduire donc une variable de type float. Voilà. Je vais l'appeler, voilà, il devine tout à ma place. YPosition égale random. Donc random, c'est une classe qui permet d'utiliser des nombres aléatoires. Range, c'est donc chaque fois la portée du nombre aléatoire qui va avoir une valeur qui se situe entre min y et max y position. Donc là, on a défini une position y aléatoire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va passer par un vecteur intermédiaire en disant vecteur 3 spawn position. Hop. On va dire ça comme ça. Donc vecteur 3 spawn position égale new vecteur 3 transform.position.x. Donc on veut que la position x de ce vecteur soit la position x du transform du GameObject sur lequel se trouve notre enemy spawner. Et comme valeur de y, on veut que ce soit la position aléatoire de y qu'on a calculé précédemment. Et maintenant qu'on a ça, au lieu de l'instancier à la position transform.position, on va l'instancier à la position spawn position. Je sauve et je vais dans Unity. Maintenant que ça s'est fait, dans mon enemy spawner, on voit que j'ai mon mini y position qui est là, on l'avait calculé à moins 4,5. Mon max position que j'ai calculé à 3,5. Et si on appuie sur play maintenant, on devrait spawner des ennemis dans une seconde. Voilà, et après, sur toute la hauteur, je suis un peu déçu, j'en ai encore aucun. Ah voilà, ok. Ça va. Il a mis le temps avant de m'en spawner un tout en bas, mais c'est fait. Voilà. Donc, on a maintenant un ennemi spawner qui fonctionne. On va retirer le log qui est sur la scène qui n'a rien à faire là. De nouveau, notre ennemi spawner, si on veut, on peut en faire un préfab, pourquoi pas. Et par ailleurs, notre zinc ici, on lui a rajouté des choses sur la scène. Il faut s'assurer que le préfab soit bien mis à jour. On va cliquer sur Override. Effectivement, on a 2 overrides ici qu'on va appliquer pour que ça soit également appliqué au préfab.
Maintenant, on veut pouvoir détecter des collisions entre les spawners et les circles et les ennemis et zinc. Voilà, pour faire en sorte de pouvoir transformer notre jeu en un jeu fonctionnel. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est faire en sorte qu'ils aient tous un rigid body 2D. Donc, on va sélectionner les préfabs ici, Fire Circle, Log et Zinc. On va leur ajouter un composant rigid body 2D qui est nécessaire pour qu'il soit pris en compte par la simulation physique. Le body type va être statique. Pourquoi statique? Parce qu'on... pardon, pas statique. Cinématique, parce qu'on déplace nos objets en modifiant la valeur de leur transform et non pas en utilisant la physique dessus pour les déplacer avec des mouvements physiques. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit faire par rapport au rigid body. Maintenant, on veut aussi rajouter un collider. Alors pour ça, le Fire Circle va avoir un collider d'une forme légèrement différente. Donc d'abord, je vais juste sélectionner Log et Zinc, auquel je vais rajouter un capsule collider 2D. Et ce capsule collider 2D, il va être configuré comme un trigger, puisque je veux détecter des triggers entre mes différents objets. Je ne veux pas que ce soit des collisions, puisque ce sont des rigid body cinématiques. On ne peut pas faire de collision entre deux rigid body cinématiques. Ça n'existe pas. Ça doit donc être des triggers. Ensuite, le Fire Circle ici, lui, on va lui rajouter un Circle Collider, puisqu'il est circulaire, comme le dit son nom, et is trigger. Parfait. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, ça va être de faire en sorte que lorsqu'ils rentrent en collision, eh bien, ils se détruisent les uns les autres. Alors, pour ça, on va aller dans notre script ici, notre répertoire script, et on va créer un script scripting monobehavior script qu'on va appeler damage, parce qu'on veut qu'il se fasse des dégâts. Voilà. Alors, de nouveau, on réfléchit. C'est quoi les propriétés et fonctions d'un objet, d'un composant qui fait des dégâts? Eh bien, sa fonction principale, ça va être de faire des dégâts. On va définir une fonction, void deal damage. On veut pouvoir faire des dégâts. Et qu'est-ce que ça veut dire deal damage et à quoi est-ce qu'on fait des dégâts? Donc on doit lui donner en paramètre, parce que si je dis fait des dégâts, la première question qu'on va me poser c'est à qui, à quoi? Eh bien à un game object. Un game object que je vais appeler target, parce que voilà, c'est plus logique de dire que c'est une cible pour mes dégâts. Et en quoi ça consiste de faire des dégâts à un objet? Ici, en l'occurrence, ça va être simplement de le détruire. Destroy target. Maintenant, comment on fait pour savoir quelle est la cible avec laquelle on est rentré en collision? On va la détecter en utilisant la magie de monobehavior. En disant void on trigger enter 2D, qui prend en paramètre un collider 2D qu'on appelle other. Donc c'est l'autre collider qui rentre en trigger avec notre collider. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Apply chain signature refactoring. Je sais pas. On trigger entered 2D. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on détecte un trigger, on va faire des dégâts au game object sur lequel se trouve cet autre collider. Et rien qu'en faisant ça, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que des objets s'entre-détruisent. On va prendre notre zinc ici. Notre zinc, lui, ne va pas avoir de composant damage. On va plutôt prendre le préfab de log et de fire circle pour dire que notre log peut faire des dégâts et notre fire circle peut faire des dégâts également. Donc, on rajoute le composant damage, on sauve, et maintenant, les ennemis devraient pouvoir faire des dégâts à zinc, et zinc devrait pouvoir faire des dégâts aux ennemis. Si je tire, malheureusement, mon fire circle a tué zinc.
Mais par contre, il a également tué l'ennemi. Alors pourquoi est-ce que mon Fire Circle a tué Zinc? Parce qu'il a détecté un trigger avec Zinc et donc il a appliqué ses dégâts à Zinc. Pour éviter ce genre de désagrément, on va définir des layers dans la configuration de la physique du jeu. Donc je vais prendre Zinc ici. Layer, add layer. Et on va lui dire qu'on va créer une layer players pour les joueurs et une layer enemies pour les ennemis. Voilà. Alors, ceci étant fait, maintenant, il faut qu'on attribue des layers. Donc, on va prendre le préfab. Je vais prendre le préfab de Zinc et lui dire qu'il a la layer player. Prendre le préfab de log, lui dire qu'il a la layer enemies et prendre le préfab fire circle et dire qu'il a la layer players. Ce que je veux, c'est que les ennemis ne puissent pas s'entretuer, si par exemple j'ai deux ennemis qui spawnent au même endroit. Et je veux également que les players ne puissent pas s'entretuer, donc faire en sorte que le circle ne tue pas le player. Pour ça, je vais aller dans Edit, Project Settings. Et dans les Project Settings, on va aller dans Physics 2D. Attention, allez bien dans Physics 2D, pas dans Physics. Physics, ça c'est pour la 3D. Physics 2D. Et on va dans la Layer Collision Matrix, la matrice de collision des couches. On va prendre Enemies et Enemies. Donc, regardez bien qu'il est bien marqué Enemies et Enemies. Parce que l'ordre dans lequel vous allez déclarer vos layers impacte cela. Et Players, voilà. Donc, maintenant que j'ai désactivé Enemies et Player, je ne devrais plus être détruit par mon propre Fire Circle. Et donc Zinc devrait pouvoir tuer des ennemis. Voilà, magnifique. Et quand il se fait toucher par un ennemi, il est détruit lui-même. Parfait. Maintenant, dernier problème, c'est que eh bien, si je joue à mon jeu et que je tire des projectiles, allez, hop là, voilà, mais mes projectiles, ils continuent d'exister, et mes ennemis, ils continuent d'exister, et au bout d'un moment, je vais avoir un problème avec la mémoire et avec le CPU. On veut éviter ça, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire quelque chose qui va pouvoir détruire ces différents objets. On va faire ici un objet vide, qu'on va appeler Cleaner, qui va servir à nettoyer les objets. Alors, de nouveau ici, je peux le mettre là. Je veux le mettre, m'assurer qu'il est bien derrière mon enemy spawner. Comme ça, il ne va pas détruire mes ennemis avant même qu'ils aient le temps d'arriver sur la scène. Et ce cleaner, je vais lui rajouter un box collider 2D. Pas besoin de lui mettre un rigid body parce que lui, il va être en fait statique, il ne va jamais bouger. Donc on peut, si on veut, lui mettre un rigid body. Si on lui met un rigid body, on lui met un rigid body statique. On va éditer ce collider. On peut le faire soit ici avec Edit Collider, ou bien on peut le faire aussi en modifiant simplement la size ici sur Y, je vais dire Y15. Voilà, comme ça on a une hauteur bien appréciable. Voilà, je vais redéplacer ça ici pour le mettre sur Y0, c'est bien, et X on va dire sur 18, voilà. Je vais en faire un préfab aussi de mon cleaner, comme ça c'est fait, je peux le réutiliser. Donc je peux ici prendre un autre cleaner et le mettre de l'autre côté, voilà. Et lui on va le mettre sur Y0 de nouveau et Y-18, voilà. Tout va bien, et donc là maintenant en principe, je devrais pouvoir avoir des ennemis qui se font détruire. Si je tire mon projectile ici, bam, il devrait... Ah ben non, que s'est-il passé? Pour le moment, mon cleaner n'a pas encore de composant damage. Donc on va détruire ce qui arrive sur le cleaner en lui donnant un composant damage. Voilà. Mais autre problème qu'on va pouvoir constater, c'est que ici, dans mon game, eh bien, j'ai mon premier cercle qui a disparu, certes, mais mes autres cercles ne se font pas détruire. Même chose pour les ennemis, le premier ennemi se fait détruire, mais les autres pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, il détruit le cleaner au passage. Ce qu'on veut faire, c'est donc pouvoir éviter
que les cleaners se fassent détruire. Comment va-t-on procéder? Eh bien, on peut utiliser les tags pour ceci. Donc, on va créer des tags, add tag, et on va créer un tag qu'on va appeler damageable. Donc, ce tag damageable, ça va faire en sorte qu'on puisse dire tous les objets qui ont le tag damageable peuvent recevoir des dégâts. Sinon, ils ne peuvent pas, enfin, quand un composant damage ne va jamais détruire quelque chose qui n'est pas un damageable. Donc, notre préfab ici, qu'est-ce qui peut recevoir des dégâts? Les fire circles, les logs, les inks. Et donc, on va leur donner le tag damageable. Et dans notre code, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement dans le deal damage, on va regarder quel est le tag du GameObject target avant de le détruire. Donc, if target.tag est égal à damageable, alors seulement on destroy ce target. Alors, attention, ici, quelqu'un m'a fait la remarque. Ici, j'essaie de garder un code simple, mais ça n'est pas super optimal. Ça n'est pas très bien de faire des comparaisons avec des strings comme cela. Il y a une autre façon de faire qui est plus propre et qui consiste à utiliser la fonction compareTag damageable. Voilà. Donc ça, c'est la fonction qui est plus souhaitable. En gros, ça va être pareil. Il va comparer, il va regarder si target a le tag damageable. Si c'est le cas, alors il va détruire le target. C'est plus ou moins un kiff-kiff bourricot, sauf que ceci est plus performant et évite de faire ce qu'on appelle, de générer ce qu'on appelle du garbage. Donc, maintenant qu'on a ça, en principe, nos cleaners n'étant pas damageable, ils ne peuvent pas être endommagés par nos ennemis ni par nos cercles de feu et tout est correctement détruit. L'étape suivante. Alors, il y a une autre façon de faire, pardon. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut jamais avoir qu'un seul tag à la fois. Et donc, si jamais à un moment donné, on se retrouve dans une autre situation, on a besoin d'appliquer d'autres tags à certains objets, cette solution de mettre les damageable comme ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un autre moyen. Cet autre moyen, c'est au lieu d'utiliser un tag, d'utiliser carrément un composant. Donc on va aller dans les scripts ici, et je vais faire un script create scripting monobehavior script, et je vais créer un script que je vais appeler damageable. Donc en gros, qui va définir les propriétés et fonctions d'un objet qui peut recevoir des dégâts. Alors, ici en l'occurrence, je vais faire très très simple, mais si on voulait, on pourrait faire en sorte que, au lieu d'appeler deal damage et de dire destroy target, ça sera plutôt de vérifier si on a un damageable, et si on a un damageable, alors on appelle sa fonction take damage, pardon, public void take damage, par exemple, faire quelque chose comme ça, et qui dit on prend des dégâts, et on pourrait définir des points de vie là-dedans, etc. Donc si vous voulez aller plus loin et définir quelque chose avec des points de vie, vous pouvez le faire là. Ici, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On va lui dire if target.getComponent damageable. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vérifie si le composant damageable est présent sur target. Si c'est le cas, alors cette chose vaut true. En fait, cette chose target.getComponent damageable vaut carrément le composant, enfin nous donne la valeur, nous donne
ce qu'on appelle une référence au composant damageable qui se trouve sur target. Et ici, on peut détruire la target. Je ne vais pas aller trop loin dans les explications parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec cela. On verra peut-être cela dans une autre vidéo où je fais des trucs un petit peu plus avancés avec les damageables. Et pour le moment, on pourrait simplement faire comme ça. Donc on a un composant qui ne fait rien d'autre que d'être un damageable et d'être quand même une mono-behavior. Ça n'est pas rien parce que ça veut dire qu'on peut utiliser la fonction getComponent. Et ici, au lieu de donner le tag damageable à nos objets FireCircle, Log et Zinc, je vais retirer, leur dire untagged pour qu'il n'y ait pas de tag. Et au lieu de ça, je vais leur mettre le composant damageable. Voilà. Et si je fais ça, eh bien, mon script fonctionne toujours aussi bien, sans être limité par le nombre de composants, puisque je peux mettre autant de composants damageable, enfin, je peux mettre autant de composants que je veux sur un GameObject. Et donc, si après je veux avoir, je veux tester par exemple si il est enchantable, par exemple, is enchantable, ben, je peux simplement avoir un composant enchantable et savoir simplement est-ce qu'il est enchantable, oui, alors je peux le détruire, par exemple. Voilà pour ce qui est du damageable. Pour le moment, c'est à peu près là où on en est avec l'ensemble des groupes. Donc je vais arrêter l'enregistrement de cette vidéo ici, mais on va continuer au fur et à mesure dans le futur.